Bonjour, aujourd'hui un petit jeu, on va voir qui c'est qui est le plus fort entre l'hyperbole et l'ellipse. À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Non, parce que l'hippopotame, c'est quand même très très fort. On les regarde, voici l'hyperbole, elle s'étend jusqu'à l'infini, et l'ellipse qui reste circonscrite, voilà. Et si on peut faire des paris, on se dirait que c'est l'hyperbole la plus forte. Eh ben, regardez, qu'est-ce que ça veut dire comparer? On peut pas faire vraiment une mesure adaptée, à part compter les points, d'accord? Mais quand on est sur R, c'est infini, et même non dénombrable. Si on regarde l'ellipse et l'hyperbole sur Q, c'est dénombrable, mais bon, ça reste infini, donc c'est difficile à comparer. Donc le mieux, c'est de regarder les choses sur un corps fini. Donc je vais prendre un P premier, impair, je vais regarder mon ellipse et mon hyperbole et je vais les comparer sur Z sur PZ, c'est-à-dire ce qu'on appelle le corps FP, parce que P est premier. D'abord, en préliminaire, je vais regarder K, l'ensemble des carrés de FP. Je décompose K en deux. Il y a 0 qui fait bande à part, toujours lui, et puis il y a A, l'ensemble des carrés de FP étoile, donc les non nuls, bien sûr. Pourquoi je les sépare en deux? Parce que 0 ne fait pas partie du groupe, en quelque sorte. Bah oui, on a un groupe cyclique FP étoile, multiplie. On sait, c'est un théorème, qui nous dit que FP étoile, bon, le fait que ce soit un groupe c'est clair, mais qu'il est cyclique, c'est-à-dire qu'il a un générateur. Bon, on peut se ramener, du coup, à le regarder additivement. C'est-à-dire ce générateur, je l'appelle 1, voilà, et ensuite, additivement, je vais avoir 2, ce qui va correspondre ici, si j'appelle oméga, le vrai générateur ici, 2 correspondra à oméga carré, 3 à oméga cube, etc., etc. Et donc, comme il y a P-1 éléments, je vais de 0 jusqu'à P-2, voilà, c'est normal. Et en fait, le fait de regarder les carrés ici dans cette structure revient à regarder les paires, finalement les doubles, si vous voulez, dans cette structure-là, que j'ai mis en rouge. D'accord? 0, 2, P-3. Je vous rappelle que P est impair. Bien. Donc, c'est facile à compter, les carrés, ici. Vous en avez exactement 1 sur 2 qui est carré et 1 sur 2 qui n'est pas carré. Donc, ici, vous avez P-1 sur 2. Et ici, vous en avez 1, le 0 que vous récupérez. Ça fait finalement P plus 1 sur 2. K est de cardinal P plus 1 sur 2. Alors, ça, je le garde de côté. Et je vais prendre, pour vraiment avoir l'équivalent d'une ellipse et d'une hyperbole, il faut que je me situe dans un monde où -1 n'est pas un carré. Et ça, on sait que, il y a des nombres premiers P, tous ceux qui sont congrus à 3 modulo 4, qui sont tels que -1 n'est pas un carré. Et donc, je vais comparer l'ensemble des xy tels que x2 plus y2 égale 1, ce qui va être l'équivalent de l'ellipse, et x2 moins y2 égale 1, ce qui va être l'équivalent ici de l'hyperbole. Bon, alors ici, si je devais faire x2 plus y2 égale 1, là ici ce serait une espèce de cercle, si je suis dans un repère orthonormé, et là ce serait pas tout à fait l'hyperbole, il faudrait que je l'incline un petit peu pour avoir la même hyperbole. Mais bon, ça reste une hyperbole, voilà, juste une hyperbole inclinée, ça c'est sans douleur. Alors, d'abord, traitons le cas de l'hyperbole que j'ai mis ici. C'est assez facile ce qui se passe pour l'hyperbole, pour compter le nombre de points de l'hyperbole. C'est x2 moins y2 égale 1, on peut factoriser. Oui, alors ça fait x moins y facteur de x plus y, ce qui fait que je peux faire un changement de variable, grand X égale x moins y, grand Y égale x plus y. C'est un vrai changement de variable parce que c'est inversible, et c'est inversible parce que plus y est différent de moins y. Et ça, c'est vrai parce que 1 est différent de -1. Je vous rappelle qu'on est modulo P, il faut quand même faire attention. Et effectivement, 2 n'est pas nul. D'accord? 2 n'est pas nul, c'est pour ça que 1 est différent de -1. Donc, c'est bien
un changement de variable, ici, on peut retrouver petit x, petit y, à partir de grand X, grand Y. Et donc, on se ramène à grand X, grand Y égale 1. Ce qui revient à faire exactement le changement de coordonnées dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord ? C'est-à-dire que là, maintenant, on est sous la forme que l'on connaît bien, dont on connaît bien l'hyperbole, c'est-à-dire x, y égale 1. Et ça, c'est la forme qu'on aime le mieux, parce que ça nous donne grand Y égale 1 sur grand X, et c'est équivalent si je pose grand X différent de 0. Bien. Donc finalement, combien j'ai de solutions ici ? Ben, le même nombre de couples de solutions ici, et il y en a autant qu'il y a de X possibles, c'est-à-dire tous les éléments de FP, sauf 0. Et donc il y en a P-1. Donc notre hyperbole, quand on la regarde bien et que elle n'est pas en train de nous esbrouffer parce qu'on est dans l'infini, d'accord, et on est dans le fini, donc on peut vraiment faire des vraies comparaisons, et ben elle est de cardinal P-1. On va voir que l'ellipse, c'est pas le cas, c'est plus. Alors, pour traiter le cas de l'ellipse, en fait, vous voyez qu'il va falloir factoriser x2 plus y2, donc ça fait x plus y facteur de x moins y, mais qu'est-ce que c'est i ? Eh ben, i, cette fois-ci, c'est pas le même i que les complexes, mais c'est complètement analogue. C'est un i qu'on va aller chercher de la même manière que i, on est allé le chercher pour résoudre l'équation qui était posée sur R, on est allé le chercher dans C. Là, on va aller le chercher aussi dans une extension, c'est-à-dire qu'on a l'équivalent de C en quelque sorte. C'est FP2, c'est un corps à P2 éléments, qui est bien connu en master, et qui va contenir I. Donc tous les éléments vont s'écrire de façon unique dans FP2, sous la forme x plus iy avec x et y dans FP. Bien. Maintenant, quand je veux calculer le nombre de solutions de x2 plus y2 égale 1, eh bien, bon, je le vois, en fait, ici, mes couples vont correspondre dans FP2 à des éléments x plus y, d'accord ? Mais comme ces couples-là sont non nuls, c'est forcément différent de 0, 0, on est dans FP2 étoile, c'est-à-dire dans le corps moins 0, et donc dans le groupe multiplicatif du corps. Et là, je crée une application qui va de FP2 étoile dans FP étoile, qui a x plus y donne x2 plus y2. Vous avez compris, c'est comme la norme au carré complexe, qui va être un morphisme de groupe, parce que x2 plus y2, c'est x plus y, facteur de x moins y, donc ça va faire que ça va être compatible avec la multiplication. Et donc, on est en train de chercher les éléments qui valent 1, c'est-à-dire le noyau de ce morphisme de groupe. Alors ce morphisme, on va le voir tout à l'heure, il est surjectif. Ça veut dire que le cardinal du noyau, c'est le cardinal de l'ensemble de départ sur le cardinal de l'ensemble d'arrivée. Voilà, puisque c'est le cardinal de l'image, l'ensemble d'arrivée. Bon. Donc ça fait P2 moins 1 sur P moins 1, et ça va être P plus 1. D'accord ? Alors, on va regarder pourquoi c'est surjectif. Parce que si je veux regarder x2 plus y2 égale c, avec c non nul, mais ça marche aussi pour c nul, x2 plus y2 égale c, ça revient à regarder, d'accord, l'équation x2 égale c moins y2. Donc, on veut connaître l'intersection entre les x carrés, x dans fp, et les c moins y carrés, y dans fp. Bon, on l'a fait récemment, je le refais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, et on veut regarder les éléments qui sont sous cette forme-là et sous cette forme-là. Eh bien oui, parce qu'on a séparé les variables en quelque sorte. Hein. Vous voyez, c'est ça qui est pratique dans la séparation de variables, plus le dénombrement. Donc, on veut montrer que le cardinal de l'intersection est différente de 0, et pour ça, on regarde la réunion. Mais la réunion, elle est de cardinal, la réunion est dans FP, donc elle est de cardinal inférieur à P. Donc ça veut dire que le cardinal de l'intersection, c'est supérieur ou égal à le cardinal de ça,
mais ça, le cardinal des carrés, on l'a calculé ici, c'est P plus 1 sur 2, plus le cardinal de ça, mais ça, bah, c'est la même chose que le cardinal des carrés, puisque on a juste translaté, et puis pris l'opposé hein, de K, donc c'est encore P plus 1 sur 2, moins P, et parce que j'enlève le cardinal de quelque chose qui est plus grand que la réunion, voilà, au sens large, donc le cardinal de l'intersection est supérieur ou égal à P plus 1 sur 2 plus P plus 1 sur 2 moins P, c'est-à-dire 1. Ce qui veut dire que ça, c'est non vide, et si c'est non vide, ça veut dire que ça, c'est bien surjectif. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on a montré? Eh bien, on a montré que, l'air de rien, l'ellipse est plus forte à 2 points près. 2 points près, elle met 2 points dans la vue. À l'hyperbole, on s'y attendait pas, il fallait qu'on se retrouve dans le monde fini pour le voir. Alors maintenant, on va le voir d'une autre manière, géométrique, dans un monde infini, dénombrable ou non, si on a envie de travailler sur Q ou sur R. Alors, regardons dans le cas réel, pour avoir du non dénombrable, et rationnel pour avoir du dénombrable. Eh bien, je vais regarder, donc, là ici, la courbe rouge, qui est l'hyperbole x, y égale 1, et ici, bon, je peux estimer que c'est x2 plus y2 égale 1, ça fait une petite patate, mais bon, c'est pas grave. Bon. Et je vais créer, je peux pas calculer des cardinaux, mais je peux créer des bijections. Donc la bijection que je vais créer, regardez, je pars d'une droite verte qui est parallèle à la tangente en oméga. Oméga, c'est ce point-là, ici, de l'hyperbole. Et je vais prendre une droite ici, parallèle à la tangente. Et je vais créer une application qui va de mon hyperbole h moins oméga, ok, vers la droite verte. Regardez comment. Je prends un point M sur l'hyperbole, mais le point M doit être différent de oméga, et je lui associe l'intersection de la droite oméga M avec la droite verte. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait ici. F de M est ici. Voilà. En fait, il est facile d'avoir l'application inverse, regardez, qui, on prend un point de la droite et on envoie sur un point M. On se convainc que le point M existe bien, attention, à condition que, regardez, ici, on prenne des points différents de A et A', parce que quand on va prendre la droite passant oméga A et oméga A', on va avoir les asymptotes, on sera parallèle aux asymptotes et il n'y aura pas de point d'intersection. Alors ça peut se faire avec le calcul, mais on s'en convainc bien. On va avoir donc H moins oméga qui va être en bijection, donc cette courbe, la partie rouge, là, ici, qui va être en bijection avec la droite verte, moins les deux points A et A'. Voilà. Ce qui veut dire que H, c'est en bijection avec D moins A', union oméga. En revanche, on n'a pas ce problème avec l'ellipse. Avec l'ellipse, je vais prendre oméga. Alors, vous voyez que ça, c'est à l'infini, vous voyez, ça, c'est une espèce de branche d'ellipse ici, et ça, c'est l'autre branche, d'accord? Donc, j'ai pris oméga ici, et ça va être une parallèle à la tangente. Donc là, je crée, pareil, mon application qui a M donne F de M, c'est beaucoup plus facile, et là, je vois bien que j'ai une bijection entre l'ellipse moins oméga et toute la droite. Ce qui fait que l'ellipse, c'est la droite union oméga. On reconnaît ici le P-1, c'est-à-dire la droite finalement, c'est, si on est sur le corps R, c'est R, si on est sur Q, c'est Q, la droite sur Z sur PZ sur FP, c'est FP, donc il y a P éléments ici, vous avez P éléments ici, moins 2 éléments, P-2, voilà, plus 1, ça fait P-1. Alors qu'ici, ça fait P plus 1. Voilà, on retrouve bien exactement la même chose, et c'est ça qui est intéressant. Et la morale de cette histoire, c'est comme pour la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, c'est que l'hyperbole, elle fait que se la péter avec ses asymptotes.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame? Certains, j'ai lu un livre là-dessus il y a pas longtemps, et les mecs expliquaient qu'en fait, c'est parce que toute leur force est concentrée dans la trompe. De l'éléphant, je parle. Ah,